Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons ensemble le sommaire de cette émission. La période des vacances d'hiver est l'occasion de sortir en famille et pourquoi pas à la ferme. La Bergerie nationale à Rambouillet hisse les couleurs du cirque. Pourquoi ce thème? Toutes les explications avec notre invité dans quelques instants. À l'occasion de la célébration des 30 ans du hip-hop sur le territoire, le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines présente une nouvelle exposition jusqu'au 28 juin. Nicolas Gervais a rencontré Mélanie Lévy-Thiebaud, chef d'orchestre. Elle nous parlera du concert de l'orchestre Manifesto qu'elle dirigera le 15 mars à la Meurise. La période des vacances scolaires est l'occasion d'occuper les enfants par des activités instructives et ludiques et pourquoi pas une visite à la ferme. La Bergerie nationale à Rambouillet propose tous les après-midi de nombreuses animations. Bonsoir Frédéric Durieux. Bonsoir. Alors vous êtes responsable de l'animation à la ferme donc de la Bergerie nationale à Rambouillet. Donc cette année, chaque année d'ailleurs, vous organisez pour les vacances différentes animations pour les familles. Et cette année, vous avez choisi le thème du cirque, les arts du cirque. Alors pourquoi le cirque à la ferme ? Effectivement, pour chaque vacances, on a décliné un thème. Et donc il nous restait les vacances de février où on avait commencé à réfléchir sur une animation plus autour du carnaval, mais c'était difficile de se renouveler. Et en constatant finalement l'engouement des enfants sur de l'acrobatie, sur des bottes de paille ou sur de l'initiation à l'apprentissage, à la transformation des produits laitiers ou des œufs, on s'est dit que finalement c'était des choses qu'on pouvait appliquer dans le cadre du cirque. Donc finalement, ce qui est important pour nous, pour l'équipe des animateurs, effectivement c'est le cirque, mais c'est un cirque adapté au monde agricole. Adapté. Voilà. C'est pas... On ne va pas faire finalement des animations qui n'ont aucun sens avec le projet d'établissement de la bergerie qui est donc l'agriculture. La bergerie, voilà, c'est une exploitation agricole, un lieu de production. Quelle est du coup votre philosophie sur le plan éducatif ? Donc effectivement, ce que nous proposons aux visiteurs, c'est ce qui est finalement proposé dans le cadre de l'établissement de la Bergerie nationale. C'est sur la thématique de produire et de consommer autrement. Effectivement, moi je suis responsable de l'équipe des animateurs. À côté de ça, il y a aussi une équipe de techniciens qui va essayer de produire vraiment différemment par rapport à des thématiques autour de l'agriculture biologique, autour du bien-être animal. Donc le rôle des animateurs, c'est finalement de vulgariser, d'expliquer ce que les techniciens font de façon quotidienne et de l'expliquer à des enfants. Donc après, il y a différentes possibilités. Donc les vacances, on ne peut pas faire autrement que de le faire de façon ludique, puisque c'est vraiment la demande des citadins et des visiteurs, c'est de venir s'amuser. Donc on s'amuse tout en apprenant effectivement que sur cette exploitation agricole, on respecte l'animal, on produit les aliments sur place, on essaye de valoriser le plus proche possible les produits, donc dans le cadre des circuits courts et la boutique gourmande. Donc voilà, ça c'est vraiment produire. Voilà, si je dois résumer, c'est produire et consommer autrement. Ça, c'est vraiment le message que vous souhaitez délivrer. Exactement. Alors, donc, pendant les vacances jusqu'au 2 mars, vous proposez donc différentes animations. Est-ce qu'on peut avoir un petit tour d'horizon Donc, effectivement, pour ces vacances, il y a plusieurs possibilités pour les enfants. On a un spectacle animalier où finalement les enfants vont se retrouver dans la situation du berger et de son chien, puisqu'on va guider les animaux, faire des slaloms. Les enfants, vous mettez en scène ? Voilà, un peu en situation, effectivement. Chose qu'on peut voir assez souvent quand on fait ce qu'on appelle nous des démonstrations de chiens de berger. Donc là finalement c'est les enfants qui sont acteurs. On a des tours de magie et donc ce sont des tours de magie pour expliquer la transformation du lait en beurre et d'expliquer aussi comment est-ce qu'on transforme il faut venir. Non mais c'est très simple. Après bon voilà il y a toute une mise en scène, mais finalement, tout ce qu'on explique aux enfants, c'est que c'est des choses qu'ils peuvent reproduire à la maison. Donc pour faire du beurre, c'est simple, il faut simplement avoir de la crème et de la baratée. Donc c'est simplement la secouer et on fait aussi le même genre d'animation, on va dire de magie autour de l'œuf pour expliquer les composants de l'œuf. Donc voilà, on a évidemment c'est tous des produits de la ferme. Voilà, on a un espace maquillage où les enfants vont confectionner un masque avec de la peinture à base d'œufs. Donc ce qu'on appelle la tempora, c'est une peinture ancestrale. Et après différents ateliers de jonglerie ou d'équilibre avec aussi des produits de la ferme sur des bottes de paille, on a fabriqué des boules
des balles de jonglage avec du blé. Voilà. On essaye en tout cas de valoriser au maximum ce qu'on est capable de produire sur place. Bah écoutez, moi je vous propose c'est qu'on regarde justement une après-midi passée à la ferme à la bergerie pour avoir justement une étendue des différentes animations. Pendant les vacances d'hiver, place au cirque à la ferme. La bergerie nationale à Rambouillet propose tous les après-midi différentes animations autour des arts du cirque. Des parcours d'acrobatie entre des bottes de paille, la fabrication de masques à partir de peinture au jaune d'œuf ou encore des tours de magie où l'on transforme la crème en beurre. Au programme également des numéros de dressage, pas de tigre ni de lion, mais des oies. Nos oies ont l'avantage d'être élevées depuis toute jeune parmi les chiens de berger puisque ce sont des oies qu'on utilise pour entraîner les chiots et donc elles ont l'habitude de se faire un petit peu malmener par les chiens et donc les enfants on va dire que c'est un petit peu les vacances pour elles et du coup il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et juste les accompagner. On faisait une ronde et on devait mettre les oies dans la ronde. Et on se devait baisser et si quelqu'un bougeait, l'oie elle prend sa place et après elle s'enfuit. On a levé nos bras et les oies devaient passer en dessous, mais il y en a quelques-unes qui s'est échappée. En fin d'après-midi, la visite 100% nature se termine par la découverte des soins aux animaux, moutons, chèvres, poules et vaches. Voilà de quoi émerveiller nos petits apprentis fermiers. Alors Frédéric, on a vu dans le reportage donc des oies. C'est pas très sympa les oies, non? Ça n'a pas très bonne réputation. C'est vrai, ça peut pincer, mais celles-ci, elles ont tellement l'habitude des enfants qu'elles sont c'est ce que disait votre animateur, qu'à la limite avec les enfants c'était des vacances comparé voilà, aux chiens. C'est exactement ça, oui. Oui. Bon, y a jamais... elle reste un peu effrayée, mais bon, elle ne pince pas. D'accord. Bon, parce que moi j'ai des souvenirs, petite, d'une oie qui m'a poursuivie quand même. Ça peut être dangereux. Oui. Bon. Les bons chiens de garde. Alors comme on a pu le voir, les visiteurs sont donc majoritairement des familles. Qu'est-ce qui est important pour vous justement dans ce lien qui est créé avec la famille? Parce qu'effectivement, donc beaucoup de grands-parents avec leurs petits-enfants ou des parents avec des jeunes enfants, finalement c'est un public d'enfants entre 3 et 10 ans. Après, on pourra peut-être un jour proposer autre chose, mais en tout cas, c'est surtout ce genre de public qu'on accueille. Et effectivement, pour nous, c'est important déjà de travailler de façon locale avec les enfants, on va dire, du territoire, parce que c'est pour nous quelque chose de prioritaire, finalement, d'expliquer toute la finalité de la production animale, de la finalité de l'établissement, et de pouvoir aussi, après, permettre une rencontre avec les techniciens ou avec le commerçant qui va vendre ses produits, parce qu'on a une boutique gourmande sur place et effectivement... Les producteurs locaux, voilà. C'est du circuit court. Exactement. Encore une fois, on est sur véhiculer le message du produire et consommer autrement. Exactement. C'est des futurs consommateurs. C'est des futurs consommateurs, effectivement. Et moi, je trouve que ce qui est vraiment primordial, j'espère, c'est de créer des vocations, quoi. Ces enfants-là, moi, j'ai des jeunes enfants qui maintenant sont devenus des adultes. Moi, ça fait quelques années que j'y suis. Ben voilà, j'ai des ados qui sont maintenant des animateurs. Donc, ça fait plaisir de voir qu'on a réussi à créer des vocations. Alors, dans les nouveautés aussi, vous allez mettre en place là, très prochainement un nouveau circuit de visite. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on pourra trouver alors? C'est un peu dans les tuyaux depuis quelques temps. On a enfin pu commencer à le matérialiser par une exposition sur la maréchalerie. Ce que nous, on a baptisé, on l'a prénommé, c'est un sentier d'interprétation où finalement le visiteur pourra appréhender le monde agricole de façon interactive avec différents espaces adaptés à différents niveaux, donc des espaces sensoriels pour les enfants, des espaces peut-être plus techniques avec des expositions plutôt pour les adultes, voire des ados. Et on a aussi mis en place depuis quelques temps une application avec le smartphone et les flashcodes qui permet aussi à des ados ou des adultes de s'amuser aussi. Donc là, ça devient complètement intergénérationnel. Voilà, exactement. Et c'est prévu pour quand à peu près? La finalisation, vous avez une idée? Je crois que c'est un travail de plusieurs années, donc on va dire que dans 1 ou 2 ans, on aura bien commencé. Dans 5 ans, peut-être, ça sera terminé. D'accord. Alors, juste pour conclure, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, pour la petite histoire, racontez-nous l'origine, la naissance de la bergerie. C'est une vieille maison qui a plus de 200 ans. C'est 1786, avec Louis XVI qui a voulu, au départ, faire une ferme expérimentale qui, très vite, est devenue une bergerie avec l'arrivée des mérinos d'Espagne.
Et à partir de là, ça a été la première école de berger. Il y a eu plusieurs autres écoles qui se sont montées. Une école sur l'insémination artificielle ou sur l'élevage des poules pondeuses ou de ce qu'on appelle de l'aviculture. Et depuis une quinzaine d'années, le nouveau projet d'établissement est un projet autour de l'agroécologie. Donc finalement, on a toujours été des précurseurs des nouvelles orientations agricoles. Donc effectivement, on entend beaucoup parler du développement durable, mais nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on y travaille. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, on rappelle que la bergerie vous accueille pour des animations cirque, donc à la ferme jusqu'au 2 mars et c'est tous les après-midi à partir de 14h. Merci Frédéric. Merci à vous. Alors, on continue. Je vais vous donner quelques autres idées de sortie en famille et notamment pour les enfants en cette période donc de vacances. Alors, tout d'abord, c'est à l'Estaminet, à Manille-les-Hameaux, qui propose donc aux enfants jusqu'au 21 février, donc là encore 3 jours, de confectionner des costumes de super-héros. Attention, pensez à réserver. Le musée de la ville, quant à lui, propose différents ateliers de sensibilisation à l'espace urbain et à l'art urbain notamment, création de sculptures, des maquettes d'espaces verts entre autres, et ce sont les après-midi des mercredis, jeudis et samedis de toutes les vacances. Enfin, à Trappes, la Meurise accueille les enfants et les parents pour des répétitions du carnaval de printemps. Donc ce carnaval aura lieu le 22 mars prochain, donc il faut donc le préparé au programme Danse et Chant avec les artistes de la compagnie d'Ifé Caco. Et pour information, 3 autres répétitions, donc hormis là, le 21 février, seront prévues en mars, les 9, 18 et 22 mars. Et enfin, dernière idée, pour vos enfants, vous pouvez leur proposer de découvrir des senteurs et de composer leurs parfums. Ce sera exclusivement la journée du 26 février. L'atelier Les Petits Guerlins, et c'est à la Cour des Senteurs à Versailles. Enfin, voilà une autre idée de sortie, éventuellement en famille, dans le cadre de la 3e saison Pulsation urbaine, consacrée cette année aux 30 ans du hip-hop sur le territoire. Le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines donc présente une nouvelle exposition dédiée aux cultures urbaines qui donne la parole aux street artistes. Image de Claire Cambier. Blanc. Beurre. 1984, il y a 30 ans déjà, la mythique compagnie de danse hip-hop, les Black Blamber, faisaient leur premier pas à Saint-Quentin-en-Yvelines. Territoire qui fut l'un des berceaux du genre en France, célèbre tout au long de l'année cet anniversaire au travers de différents rendez-vous. Parmi ceux à ne pas manquer, notons que le musée de la ville présente jusqu'au 28 juin une nouvelle exposition. Baptisée Street Culture Sky, elle s'intéresse naturellement au hip-hop, mais plus largement aux cultures urbaines, skate, danse et graphe notamment. Cette culture-là est une culture importante sur le territoire, pas seulement à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais c'est une culture qui est souvent pas assez reconnue et elle mérite qu'on en parle. Mais c'est aussi une culture qui a des valeurs vraiment propres, qui sont importantes et revendiquées à la fois de se débrouiller soi-même, mais aussi du respect de l'autre, de la valeur par la compétence et pas par ce qu'on est ou par la valeur sociale. C'est des choses qui sont très importantes pour les hip-hoppers et qu'on a voulu traduire dans cette exposition. Une rétrospective à travers laquelle le musée donne la parole aux street artistes du territoire qui ont accepté de témoigner de leur univers de création. Chacun a apporté son idée. En fait, moi j'ai travaillé surtout dans le groupe du skate, où on a partagé nos vidéos, beaucoup de clichés, les lieux où on aime bien se retrouver qu'on appelle des spots. Et après, en fonction des autres contacts, ils ont apporté leur univers à eux, soit le monde du rap, soit le monde du graphe, et pareil, soit leur spot, soit leur façon de filmer. Objets, textes, vidéos et objets d'époque ponctuent la visite, une occasion de s'interroger sur l'évolution de ces cultures. Je pense que c'est quand même un petit peu plus accessible pour tous. Bon, il y en a beaucoup qui en vivent maintenant, je pense, que ce soit du graphe, de la danse ou autre, mais de pouvoir toucher à ce monde-là, des cultures humaines qui était un petit peu, à l'époque, un peu ghetto. Un petit peu un aspect un peu négatif et je pense que maintenant ça a complètement changé et ça s'est beaucoup ouvert, il y a beaucoup de battles qui sont organisés, le skate on le voit partout, il y a un comeback du skate, le graphe, il y en a qui sont devenus maintenant des artistes très connus, donc c'est vrai que je pense que ça a largement évolué, les codes vestimentaires ont évolué aussi, soit dans les skateurs ou les danseurs, complètement changé. Pour s'initier à ces pratiques, 3 ateliers, pochoirs, graphe et glisse, animés par des professionnels, seront présentés de mars à avril. Retrouvons sans plus attendre Nicolas Gervais pour sa chronique dans le kiosque. À la tête de l'orchestre Manifesto, en résidence à la Meurise à Trappes, Mélanie Lévy-Thiebaud cherche à initier un nouveau public à la musique classique. Nicolas Gervais l'a rencontré.
Avec la PMSQ, elle œuvre pour la promotion de la musique classique, notamment avec les scolaires, et elle dirige l'orchestre Manifesto, qui sera en concert le 15 mars à la Meurise à Trappes. Voici Mélanie Lévy-Thiebaud dans le kiosque Local 10. Oui, on est bilingue dans le kiosque. Brian is in the kitchen with an umbrella. C'est un orchestre que j'ai créé en 2005 parce que je faisais une carrière de chef invité. Donc quand vous êtes invité, on vous dit telle date, telle heure, tel programme, tel soliste. Et finalement, vous choisissez rien. L'intérêt de Manifesto, c'est que je choisissais mes propres programmes. Je choisissais la manière de les faire aussi. Par exemple, cette manière que j'ai de présenter les concerts, de donner les clés de l'écoute au public. Et Manifesto permettait tout ça. Ce sont des musiciens qui sont issus, la plupart ou pratiquement tous, du CNSM de Paris. Mais en réalité, alors on a l'impression que c'est un orchestre assez jeune quand on dit ça, mais en fait, ils ont commencé en 2005 et puis ils sont restés finalement. Donc, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants et puis finalement, ils sont pas si jeunes que ça. Mais c'est ce qui fait la force de l'orchestre, c'est que je suis arrivée à les fidéliser. C'est l'association pour la promotion de la musique classique sur Saint-Quentin-en-Yvelines et sur tout le territoire des Yvelines. Et le lien, c'est ma rencontre en fait entre Hervé Farge et moi à la suite d'un concert. Il m'a dit voilà, je voudrais renouveler l'équipe aussi, puisque Pierre-Michel Durand avec Prométhée avait fait, je crois, 10 ans avec la PMSQ. Donc au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut renouveler les idées, renouveler le répertoire, renouveler l'énergie, tout simplement, les gens. Et j'ai rencontré Hervé Farge à ce moment-là. Donc l'idée, c'était de mettre en place des concerts pédagogiques, des concerts symphoniques, de l'opéra pour que les enfants écoutent de l'opéra, mais chantent aussi dans l'opéra. On travaille aussi avec le chœur d'adultes. Voilà, donc d'être très très varié, d'aller dans les classes pour faire travailler les enfants, d'être très varié, d'être multiple sur le territoire. L'année dernière, on est allé faire le concert symphonique chez Claude Debussy, à la Meurise. Et comme on s'apprécie, qu'il apprécie beaucoup le travail de la PMSQ et l'esprit de Hervé Farge, on a décidé que ce concert symphonique serait régulièrement à la Meurise. Ça permet d'accueillir plus de monde et on fait le concert pédagogique de la veille aussi à la Meurise. Quand je suis arrivée à la PMSQ, j'ai découvert, parce que je ne savais pas encore, et c'était de ma faute, qu'il y avait la branche symphonique, avec l'orchestre, qui œuvrait pour les enfants, mais il y avait une branche extrêmement importante, une deuxième branche artistique, qui est la musique de chambre. Et ô combien importante, puisqu'elle est représentée par des solistes internationaux importants, dirigée, dont la direction artistique est faite par Marianne Piketty, qui est violoniste. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas comment ça se fait que ces deux branches ne se rejoignent jamais. Et ça a été finalement l'idée. Marianne a été très joyeuse de ça, et moi aussi, on s'entend très bien. Et l'idée était de dire, les solistes de la Ville-Dieu, qui est la branche musique de chambre de la PMSQ, et l'orchestre Manifesto, qui est la branche symphonique de la PMSQ, se retrouvent pour un concert. Ce sont des solistes prestigieux, beaucoup de solistes français actuels qui marchent très très bien en France, qui viennent aux solistes de la Ville-Dieu. Il y a Xavier Phillips, Marianne Piketty, Ophélie Gaillard, Emmanuel Bertrand, Pascal Amoyel. On s'est entendu très vite avec Marianne sur la musique populaire. Parce que la musique populaire, ça a l'air très simple comme ça, mais de par sa simplicité, parce que c'était des chansons finalement de rue, les compositeurs s'en sont donnés à cœur joie pour la rendre finalement savante. Et plus c'est simple,
plus ils peuvent la rendre savante. Donc ça a donné des œuvres extraordinaires et on s'est dit on va faire de la musique populaire mais à travers les siècles. Donc on part de Brahms, Tchaïkovski avec les variations rococo, Dvorak, concerto pour violon de Brahms et puis on passe en France avec Tzigane de Ravel qui est la pièce maîtresse de musique populaire parce que c'est de la musique tzigane en fait mais que Ravel a porté à son comble avec une sophistication d'orchestration absolument fabuleuse. Et puis alors après on rentre vraiment presque dans le XXe siècle avec du Bartók, avec du Shostakovich et puis même avec un compositeur actuel qui est Maratka avec le Luminarium. Et on finit avec un grand final sur les danses roumaines de Bartók qui sont vraiment la musique populaire savante par excellence. Et voici pour l'orchestre Manifesto et manifestement maintenant on retrouve Aurélien. Nous sommes mercredi, c'est donc l'heure des sorties ciné au micro d'Élodie Moine. Il est très bien. Et comme j'aime bien les Lego, le film j'ai trouvé bien. En plus, c'est une bonne histoire. Il était mortel le film. J'ai bien aimé. Et j'aimais bien aussi quand il y avait des dragons et des robots. Pour les enfants, je pense que c'est très bien. Bon, après, pour les parents, c'est un petit peu long. Mais bon, le principal, c'est de les voir heureux en sortant, donc voilà, très bien. C'était super génial. C'est un bon film pour enfants. Les créations Lego, elles sont super. Eh ben, c'est pas mal, mais peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a certaines astuces que les enfants pourraient pas bien comprendre, comme la relation entre les Lego et la relation entre le père et le fils. J'attendais pas un chef-d'œuvre, mais je trouve que c'est classique, ça correspond à ce qu'on attendait. Oui, c'est bien joué, c'est bien. C'est pas mal fait, ça reconstitue bien l'effet réel. C'était plutôt très très bien, un bon péplum, plutôt sympathique. Je m'attendais pas à ce que ce soit un aussi bon film, je pensais plus que c'était série B un peu, mais franchement il est bien. Alors comme vous le savez, la chronique cinéphile, c'est aussi l'occasion de donner la parole à un professionnel du cinéma. Et cette semaine, c'est au tour de Gaël Pinault, responsable du Grenier à sel, à Trappes. Cette semaine, je vais vous parler de mon coup de cœur, c'est Minuscule, le film Minuscule, film d'animation français qui a été tourné dans des décors naturels. Et sur ces décors, on a rajouté des petits insectes en animation. C'est un film qui, à la base, c'était des séries qui passaient à la télé. Et là, ils en ont fait un long métrage qui dure 1h30. Nous, on le conseille à partir de 5 ans. L'histoire, c'est des fourmis noires qui ont trouvé une boîte de sucre abandonnée lors d'un pique-nique. Et cette boîte de sucre est aussi convoitée par des fourmis rouges. Et donc, il y a une petite bagarre qui va se déclencher. On suit cette histoire à travers les yeux d'une jeune coccinelle et on la voit grandir pendant le film. C'est très beau, c'est très mignon, il y a de très belles images et c'est muet. Non, c'est pas vraiment muet en vérité. Et on a les bruitages, des animaux. Un vrai beau film, très intéressant. Et là, surtout pour les vacances, profitez-en. Moi, je vous le conseille vraiment, vraiment. On le garde donc 2 semaines et venez en profiter, venez le regarder. Qui aurait pu croire que tout allait dépendre du courage d'une petite coccinelle? Minuscule. Notre émission est à présent donc terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc la semaine prochaine en direct à 18h30. D'ici là, profitez donc de toutes les idées sorties que nous vous avons données. À mercredi.